Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Aujourd'hui, je reçois Marion Pouvreau. Marion est comédienne et écrit beaucoup de pièces. Vous l'avez peut-être vu dans le seul en scène qu'elle a écrit et qui s'appelle Mais t'as quel âge, qui a joué à Paris, à Avignon et qui sillonne maintenant les routes de France. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, car Marion ne s'est pas tout de suite lancée à plein temps dans le théâtre, vous verrez, mais elle nous parle aussi de son processus d'écriture et de la manière dont elle fait évoluer ses spectacles. J'ai adoré cette interview avec Marion et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Alors, bonne écoute. Salut Marion, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Salut, merci. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Donc je suis Marion Pouvreau, je suis bretonne et comme tout bon breton j'aime bien le dire, je suis comédienne et autrice de théâtre. Pas mal. Alors je sais que tu t'es pas tout de suite lancée en tant que comédienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? En fait, je fais du théâtre depuis 20 ans, mais j'ai commencé en théâtre amateur, en atelier de théâtre dans mon village près de Rennes, et où je suis restée très longtemps, même quand j'habitais plus à Rennes, je continuais ces ateliers-là. Et comme ma famille n'est pas du tout dans le milieu du théâtre, quand moi j'ai eu l'envie de faire du théâtre mon métier, ça a fait très peur à tout le monde. Et comme ça allait bien à l'école, eh bien on m'a dit oui, non, fais plutôt des études et puis on verra quoi. Donc j'ai fait un parcours, j'ai fait une fac d'économie après mon bac et puis une école de commerce. Et sauf que j'ai jamais arrêté le théâtre en parallèle et du coup mon premier métier c'était chef de produit marketing chez Sony où je suis restée quand même 7 ans. Pas mal. Mais du coup comme j'étais à Paris, je me suis dit bon bah moi je veux pas arrêter le théâtre donc j'ai commencé à prendre des cours plus professionnels on va dire en cours du soir à Paris. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à lâcher ton job, on va dire, plus classique pour passer à plein temps sur le théâtre ? Eh bien, j'ai eu la chance au cours Florent à Paris, moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous a boosté, qui nous poussait à travailler énormément et qui a été très clair sur le côté quand vous sortirez d'école, personne ne vous attendra. Surtout que moi j'avais déjà genre 27 ans à ce moment-là, donc j'avais déjà passé l'âge de toute façon pour faire les concours, etc. Donc il a été assez cash, personne ne vous attendra, donc votre carte de visite ce sont vos spectacles. Et ça m'est resté en tête et ça m'a énormément rassurée. Je trouve ça beaucoup plus facile de vendre un spectacle que de se vendre soi dans un casting par exemple. Et du coup, pendant l'école, pendant ces 2 années de cours Florent, j'ai créé un solo, mon premier seul en scène, et un trio, On dirait ton père, donc qui est une coécriture. Ce qui fait que quand l'école s'est terminée, j'avais 2 spectacles de prêt qui tournaient. Et d'ailleurs, on a enchaîné directement par le Festival d'Avignon. Et petit à petit, j'ai appris qu'un spectacle, ça pouvait se vendre et qu'il pouvait y avoir des gens dans les salles et que ça pouvait se jouer de plus en plus. Et donc, quand j'ai eu beaucoup de dates comme ça à programmer, en fait, il fallait que je choisisse parce que je posais mes vacances d'été pour le faire le Festival d'Avignon. Je jouais le week-end et je travaillais le lundi chez Sony. Du coup, à un moment, je me suis dit, là, peut-être que c'est le moment de tenter. Et puis on verra, mais voilà. En tout cas, il me faut plus de temps pour le théâtre. Ok. Et du coup, tu avais mesuré les risques ? Enfin, tu t'es dit, j'y vais et puis je verrai bien. J'avais mesuré les risques. En fait, quand je me suis inscrite au cours Florent à Paris, dans un premier temps, j'avais dit je les ferais en cours en journée. Donc je vais arrêter Sony à ce moment-là. Et puis là, ça a fait paniquer tout le monde. Et je comprends, parce que déjà, ça veut dire que tu n'as plus de revenus et qu'en plus, il faut payer une école. Donc c'est costaud. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, je l'ai fait en cours du soir, et puis on verra après pour partir. Et donc, quand mon école s'est terminée et que j'avais mes spectacles de prêt, déjà, j'avais les spectacles de prêt, donc j'avais potentiellement une première source de revenus, on va dire. Et puis, ça y est, je savais ce que ça voulait dire d'exploiter un spectacle, etc. Donc, c'était déjà plus rassurant. Et puis, en parallèle, mon prof de théâtre de l'époque animait des formations de prise de parole en public, en entreprise. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, en plus, je peux
potentiellement garder un pied dans le monde de l'entreprise que j'aimais beaucoup. Je suis pas du tout partie par dégoût. Moi, j'adore cette ambiance un peu hyper dynamique, il se passe des milliers de choses. Et donc je pouvais garder un pied là-dedans et en même temps aller dans le théâtre. Donc en fait, quand je suis partie, quand j'ai quitté l'entreprise, je me suis aussi formée en tant que formatrice pour animer des formations de prise de parole en public. Et ça a rassuré mon entourage. Et puis moi-même, je me suis dit, si à un moment les spectacles, il y a un creux où ça marche plus, j'ai pas rien, j'aurai ces formations à animer. C'est génial. Voilà. Et du coup, la chance que j'ai maintenant, c'est que j'ai plus de théâtre que de formation. En gros, c'est priorité au théâtre. Et puis, quand j'ai encore du temps, j'anime des formations parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et ça rassure si à un moment il y a un creux. Pendant le Covid, les formations ont pris beaucoup de place. Enfin, voilà, ça permettait de quand même travailler. Ouais. Et tu as déjà écrit plusieurs spectacles, en particulier des seuls en scène. T'écris depuis toujours ou est-ce que l'inspiration te vient en fonction d'événements? Enfin, comment ça marche pour toi? J'écris depuis l'école de théâtre, depuis ce professeur, décidément je lui dois beaucoup, ce professeur qui, je me souviens, on était un lundi soir, on avait cours les lundis, les mardis et les jeudis, et un lundi soir il dit le cours de demain, je prévois rien, c'est vous qui venez avec une création. Et du coup, moi entre le lundi soir et le mardi soir, je travaillais chez Sony. Donc je me suis dit mais comment je vais faire pour créer d'ici demain soir? Et du coup ma seule fenêtre de tir c'était de travailler la nuit. Donc je sais plus, j'ai dû m'y mettre à 23h30 jusqu'à peut-être 2h du matin. Et du coup ce que j'ai écrit forcément c'était pour le jouer moi, j'avais pas le temps de faire une répète avec qui que ce soit. Et donc le lendemain je suis arrivée avec un bout de seul en scène, un premier bout de seul en scène. Et ça lui a plu et il m'a encouragée dans ce sens-là. Et du coup, à chaque échéance comme ça, où il disait demain, cours libre, je m'arrangeais pour avoir un petit bout en plus de mon spectacle. Et au début, je savais pas du tout que ça allait faire un spectacle. Et puis, il m'a coachée et petit à petit, c'est devenu mon premier solo. Génial. Et t'avais pas du tout de cours d'écriture? C'était vraiment cette classe libre quelque part qui te donnait cette chance d'écrire? Ouais, j'ai pas pris de cours d'écriture. En fait, ce que j'aimais bien, à ce moment-là, c'était vraiment m'appuyer sur mon premier spectacle, c'était une suite de théories sociologiques, comment on dit, en fait, où j'utilisais de l'humour, j'utilisais du théâtre d'objets pour les rendre, j'arrive pas à trouver le mot, pour les rendre accessibles et comprendre que finalement, ça parle de tout le monde, des uns des autres et qu'on peut se reconnaître. Et du coup, ma première écriture, je m'appuyais beaucoup sur des textes qui existaient déjà, des textes de théorie qui existaient déjà. Donc, j'avais pas l'impression de partir de zéro. J'avais je citais d'ailleurs les théoriciens qui avaient inventé ces théories, etc. Et je pense que c'était rassurant pour commencer en écriture. Et puis après, ça a été le fait de travailler en coécriture avec Camille Broquet, où je sais pas, on s'est engrainé l'une l'autre. On s'est plus porté, on s'est dit qu'est-ce qui te plaît, les spectacles qui font rire et pleurer, et puis c'est plus ça qui nous a apporté. Et après, je crois que c'est les regards extérieurs à chaque spectacle. Je demande à plusieurs personnes de m'aider sur une fois que j'ai écrit une grosse partie, qu'est-ce qu'on retravaille, etc. Et le fait d'en discuter pendant des heures avec ces personnes-là, c'est là où petit à petit tu te rends compte de comment tu peux construire une histoire. Maintenant j'intègre tout ce qui est le voyage du héros, etc. pour faire monter l'histoire, avoir un rythme correct, etc. Top. Et justement, si on en vient au seul en scène Méta quel âge, donc c'est un seul en scène que j'ai vu et qui est super et qui parle des générations. Comment est-ce qu'on écrit sur les générations? Alors, est-ce que tu es allé dans un collège, dans un EHPAD? Enfin, comment tu as fait? Parce qu'en fait, tu parles vraiment de leurs expressions, de leurs petites habitudes. Et donc, tu as les tiennes sur ta génération, mais celles des autres. Oui, alors j'ai commencé par lire un livre de Carole Alain, qui est un Québécois incroyable, qui est vraiment un superbe orateur, et qui est expert en études générationnelles. Donc déjà dans son livre, tu apprends beaucoup de choses. Okay. Donc je me suis beaucoup appuyée là-dessus. Et après, pour sortir de la théorie et plutôt utiliser des exemples concrets où les gens se reconnaissent. Donc en effet, il y avait les générations que je croisais,
du type la mienne, celle de mes parents. Mes parents, on va pas se mentir, ils sont dans le spectacle. Voilà, leurs amis, mes grands-parents aussi m'ont beaucoup inspiré. Et après, en effet, il y avait des générations que je croisais pas ou très peu. Et du coup, au tout début, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai passé des coups de fil à des cousines éloignées, à des enfants d'amis de mes parents pour avoir des infos sur leur langage, sur ce qu'ils aimaient, leur façon de vivre, etc. Et puis, je suis obligée de mettre à jour régulièrement ce langage, en particulier le langage des jeunes. Et donc là, en sortie de spectacle, c'est génial parce que ils me font des retours. Non, mais ça, on le dit plus, hein, par contre, faut changer. Okay, donc là, je change. Et puis, voilà, après, je pense que sur les réseaux sociaux, je puise aussi pas mal d'infos. Mais oui, c'est de l'observation de ce qui m'entoure. Lecture théorique à la base et après, oui, observation de personnes qui m'entourent. Génial. Et du coup, tu disais que tu avais beaucoup de retours des gens après le spectacle ? Oui, parce qu'à la fin, à chaque date, moi je suis à la sortie et je veux les rencontrer et j'adore prendre le pouls de la salle à cette sortie. Et en fait, les gens discutent énormément parce que c'est un spectacle où l'humour vient du fait que les gens se reconnaissent. Donc à la fin, ils ont envie de le dire. Vendredi dernier, il y a une dame qui m'a dit « Mais c'est exactement mon mari, il a du poil dans les oreilles, comme ce que vous dites. » Et moi, j'avais pas envie de savoir ça, hein, mais bon, elle tenait absolument à me le dire, tu vois. Et du coup, les jeunes, c'est pareil. Les jeunes, même s'ils sortent en disant « Je suis pas comme ça », et rien qu'en me racontant qu'ils sont pas comme ça, ils me donnent d'autres infos à remettre dans le spectacle, quoi. Donc oui, les gens viennent beaucoup parler à la fin. Ça leur a fait penser à une tante, à quelqu'un. Ou alors ils me disent, mais pas du tout. Et du coup, ils me donnent d'autres infos. Ah, et du coup, c'est ça qui te permet de faire évoluer le spectacle au fur et à mesure ? Ça joue. J'ai bien tenté. À chaque fois que je le rejoue, sauf si vraiment je joue du jour au lendemain, mais sinon, à chaque date de tournée, j'ai toujours des nouveautés à tester. Ah. Donc, ça peut venir de quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ça peut venir de nouvelles observations, d'un article de journal qui m'a inspiré je ne sais quelle idée. Et du coup, j'aime bien tenter, voir si ça résonne ou si c'était un cas trop isolé et du coup, personne ne se reconnaît. Ça arrive parfois. Et tu jauges au rire ? Est-ce que c'est ton metteur en scène qui te fait des retours ? Je jauge pas mal au rire, enfin rire ou réaction d'une manière générale. Et oui, est-ce que... je trouve qu'on sent assez facilement si à ce moment-là il y a une complicité ou si les gens disent pas du tout. C'est déjà arrivé par exemple avec mes parents. Mon père m'a déjà dit ça tu pourras le mettre dans ton spectacle, et il y a eu plusieurs fois où j'ai mis dans le spectacle et à la fin je lui dis non mais papa, ça c'est juste toi, j'ai l'impression, parce que les gens n'ont pas compris. Donc ça se teste et c'est vraiment au retour des gens, voir si à ce moment-là je les ai perdus ou pas. Puis je vois les premiers rangs, donc on arrive assez vite à se rendre compte, je trouve. Et d'ailleurs, tu joues beaucoup avec le public dans ton spectacle. Est-ce qu'il y a une grosse part d'improvisation et comment est-ce que tu prépares cette partie un petit peu improvisée ? Alors, je prends des cours d'improvisation depuis quelques années. D'accord. Et je m'en sers vraiment, justement, cette partie, apprendre à improviser pour les interactions dans mes spectacles. J'ai pas de spectacle d'impro concrètement, mais c'est justement savoir être dans l'instant présent pendant le spectacle. C'est ce qui fait que je pense que Métaquella, je pourrais le jouer des centaines de fois. Je pense pas que je m'en lasserais parce que c'est jamais la même chose, quoi. Ouais. En fonction des différents âges dans la salle, en fonction de s'ils ont envie de parler ou si c'est un public plutôt réservé. Il y a toujours... je peux jamais m'endormir sur mes lauriers, et tant mieux, et c'était toujours différent. Donc après les impros, mes cours d'impro m'aident à être à l'aise pour l'impro, les interactions avec le public. Et puis après, à force d'improviser, il y a aussi la gestion du public qui s'apprend, savoir aller chercher les gens pour qu'ils parlent et en même temps maîtriser si quelqu'un veut trop parler, savoir gérer une personne dans tout un groupe. Ça s'apprend et je trouve que c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et puis ce sont des moments, je trouve, où le public est encore plus heureux de savoir que c'est unique et que ça n'arrivera plus jamais et que c'est jamais arrivé avant. Et puis qu'on s'intéresse à lui aussi quelque part. Ouais. Aussi, voilà, que là c'est pas le même spectacle tous les soirs, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu as déjà eu des mauvaises surprises par rapport à ça, par exemple une personne ingérable ou qui parle trop, ou est-ce que ça s'est toujours bien coordonné, on va dire? En fait, il y a quelque chose d'assez magique, c'est que si le public est avec toi, donc normalement de toute façon que tu improvises ou pas, le but c'est que le public il aime, enfin voilà, il soit avec toi, il soit de ton côté. Si quelqu'un se met à prendre beaucoup la parole, prendre trop de place ou parler fort ou je sais pas un téléphone qui sonne, le groupe va être avec le comédien. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez magique qui se crée. Et alors moi je suis pas du tout rentre dedans pour que la personne se taise, mais la moindre allusion ou remarque que je vais lui faire pour lui faire comprendre que là on doit faire 1h15 et pas 3 heures, et ben en fait le groupe va être avec moi et la personne va le comprendre. Enfin, j'ai jamais eu de fois où je me suis dit mince, là il a tout gâché. Au contraire, je me souviens d'une fois où une personne avait énormément envie de parler, était à la limite du pas hyper bienveillant quand même, et en fait ça a été un super exercice et une date une date assez unique où du coup il y avait la réussite du spectacle, mais aussi il y avait la réussite de waouh, gérer ce perturbateur quoi. Un challenge. Ouais, j'ai un bon challenge et je crois que ça a été bien perçu même du public. Ouais. Et justement, cette part d'improvisation, est-ce que ça fait que ton seul en scène est différent à chaque fois? Parce que la question que je me posais, c'est quand on est seul sur scène, est-ce qu'il n'y a pas le risque que du coup on fasse toujours exactement la même chose parce qu'on n'a pas de partenaire en face de soi et donc que la partition soit à chaque fois la même? Alors ça, j'ai eu beaucoup de chance. Je travaille avec Édouard de Césari, qui est maître sur tout ce qui est direction d'acteur. Donc il y a un metteur en scène qui est Yannick Bourdel. D'accord. Donc avec lui, j'ai bossé plus sur, on va dire, de manière macro. Et après, dans le détail du jeu, c'est plus Édouard avec qui j'ai travaillé. Et en fait, Édouard, il me fait énormément travailler sur l'instant présent. Et sur vraiment être au concret. Quand tu dis ça, quelle réaction il y a en face? Et l'absence de réaction est aussi une réaction. D'accord. Et tout ça, ça doit être pris en compte. Donc, ce qui fait que je peux pas jouer de la même manière 2 soirs d'affilée. C'est impossible. Donc, en fait, le partenaire de jeu qui est le public, il est encore plus instable que si j'avais un partenaire en duo. Enfin, je trouve, voilà. En plus, le public, il fait absolument ce qu'il veut. Donc le besoin d'être dans l'instant présent et de jamais jouer de la même manière, je trouve qu'il est encore plus fort en seul en scène. Et par exemple, là, on a lancé un duo il y a pas longtemps. Oui. Il faut que je retrouve l'habitude de jouer à 2 plus le public. Ce qui m'a perturbée, c'est de devoir gérer du coup 2 parties qui n'ont rien à voir. Alors qu'on pourrait dire c'est plus rassurant, vous êtes 2. C'est super, mais c'est une autre habitude à retrouver. Ouais. Ouais. Et justement, le fait de monter seule sur scène, donc d'aller en tournée toute seule, au Festival d'Avignon toute seule, alors j'imagine que t'es pas toute seule et que t'as une équipe, mais est-ce que c'est pas un peu pesant par moment? Je sais pas s'il peut y avoir un petit peu de lassitude ou un jour où on est un peu malade, enfin voilà. Et qu'est-ce que ça fait en fait de monter seule sur scène? Alors moi je déteste la solitude. Ouais. Donc à la base si on m'avait dit tu feras du seul en scène, je crois que j'aurais dit non. Donc ça s'est fait de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait le plus dur je trouve c'est au début quand tu lances justement ton activité et qu'évidemment ça marche pas suffisamment pour pouvoir embaucher des gens ou avoir des gens qui travaillent avec toi. Donc ça au début ça avait été un peu dur. Et en fait petit à petit, alors déjà j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont aidé dans l'aventure. Je sais pas, des amis qui étaient en reconversion professionnelle ou qui avaient à ce moment-là un congé sabbatique et qui du coup ont fait des festivals d'Avignon avec moi, enfin vraiment hyper généreux quoi. Et puis petit à petit grâce au succès de mes taquellages, la bonne nouvelle c'est que maintenant je peux aussi avoir une vraie équipe avec toujours un régisseur qui part avec moi en tournée. J'ai une Mélie qui est chargée de production. D'accord. Qui bosse en fait avec moi sur le projet tout le temps. Donc sur la communication, la diffusion, les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Donc ça fait un partenaire important sur le projet. Les metteurs en scène et direction d'acteurs. Et en fait, oui, maintenant c'est une nécessité. Je pourrais pas faire un projet toute seule, déjà parce que je déteste la solitude, mais en plus parce que c'est tellement important d'avoir des avis externes, de se remettre en question. Je pense que tout seul, au bout d'un moment, on va dans le mur, quoi. Ouais. Donc,
Non, l'équipe, c'est aussi pour ça que j'adore le Festival d'Avignon, c'est parce que à chaque fois, j'ai fait 5 fois et les 5 fois, il y avait une équipe superbe. Donc oui, l'équipe est hyper importante. Et justement, j'ai vu que tu avais des metteurs en scène différents sur tes différents spectacles à chaque fois. Et je me demandais si c'était un choix ou si c'était par opportunité de vouloir avoir un œil différent pour chacun des spectacles. En fait, le choix, c'est plus... j'imagine à chaque fois comment va être le spectacle et en fonction du besoin, je me dis, ah tiens, ça serait plutôt tel metteur en scène ou tel autre. Après, je bosse quand même beaucoup avec des gens que je connais parce que c'est aussi le confort quand tu es en autoproduction, c'est de dire je vais m'entourer que de personnes avec qui je suis contente de travailler, ça serait dommage de bosser avec des cons, quoi. Et du coup, déjà de s'assurer de dire bon là je vais être contente de bosser avec ces personnes-là. Et puis comme tu sais leur façon de travailler, tu peux dire tiens si là j'ai par exemple sur le duo tout récent là, c'est un travail vraiment de jeu et il y a très très peu d'histoires de mise en scène pure. Oui. Et donc c'est pour ça que là je rebosse avec Édouard de Césari parce que c'est vraiment le travail qu'on a fait en détail ensemble sur le seul en scène. D'accord. Donc, c'est plus comme ça ouais, que le choix c'est que ça se fait. Et justement, donc tu lances un nouveau spectacle qui s'appelle Madame Bovary en plus drôle et moins long. Alors j'adore le titre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors Madame Bovary en plus drôle et moins long, c'est une adaptation du roman qu'on a soit lu, soit oublié, soit pas lu parce qu'on était forcés, on n'avait pas envie de le lire. Ou était obligé de le lire. On était obligé de le lire. Ce que j'adore, c'est que depuis qu'on a lancé ce projet, on a demandé à des centaines de personnes, et vous, Madame Bovary, et que le pourcentage de personnes qui ont souffert face à ce bouquin, c'est un régal, puisque en fait, on s'adresse à ces gens qui n'ont pas aimé ou qui ont souffert ou qui ont plutôt une image négative autour de ce roman, pour leur promettre que, allez, on fait 1h15 sur Madame Bovary et promis, pas d'ennui et on se marre. Voilà. Et donc c'est un spectacle qu'on a coécrit avec Camille Broquet, avec qui j'ai déjà coécrit 2 trios auparavant. Et on voulait absolument cette fois-ci partir d'une œuvre connue, parce que tous nos spectacles précédents c'est des créations pures. Et là on s'est dit allez challenge, on change un peu de style, mais on garde le côté rire et émotion. Et on a cherché longtemps, on s'est même dit tiens on pourrait parler d'une peinture connue. Et en fait, Madame Bovary, à un moment, j'ai eu le flash, parce que moi, Madame Bovary, quand j'étais en seconde au lycée, j'ai eu un prof de français horrible. On m'avait dit, le lycée, ça sera génial, sauf si tu tombes sur Monsieur Piévache. Et j'ai eu Monsieur Piévache, il s'appelait réellement Monsieur Piévache. Ouais, il a un nom pourri quand même. Voilà, j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast. Je vais lui envoyer. Et en fait, je pense qu'il était amoureux du personnage de Madame Bovary. Et il a pas suivi le programme scolaire et il nous a fait vraiment 6 mois sur Madame Bovary. Donc à t'en dégoûter, mais vraiment c'est le pire dégoût littéraire de ma scolarité. Et du coup à un moment je me suis dit mais oui mais évidemment il faut qu'on parle de cette Madame Bovary. Et en demandant autour de nous on s'est dit ah oui puis la souffrance a l'air d'être grande. Voilà. Et donc on est parti de ce roman, donc forcément on l'a relu et en le relisant on s'est dit mince mais c'est vachement bien. Comment ça se fait qu'on est passé à côté il y a 20 ans? Et en fait, je pense que quand on est ado, c'est trop tôt, en fait. Madame Bovary, c'est une histoire de couple, d'une dame qui s'ennuie dans son couple. Donc quand on a 16 ans, on cherche quelqu'un, on n'est pas là à se dire est-ce que ça va durer, pas durer. Enfin voilà, c'est pas du tout notre problème. Et en le relisant, en ayant plus de 30 ans, là, on se dit ah ouais, mais c'est génial, en fait. Donc on était plutôt contente de se dire qu'en plus on avait envie de porter un nouveau regard sur le roman et puis malgré tout de comprendre toute la souffrance que les gens peuvent avoir en lisant ce bouquin et voilà, ça a été vu plutôt comme un challenge de se dire allez, on prend une œuvre où à la base tout le monde fait et on vous donne envie de venir voir quelque chose de revisité où on va rire et on va pas s'ennuyer, promis. C'est génial d'avoir voulu écrire sur une œuvre qu'on déteste. C'est original. Et du coup, comme ça, vous aurez un public de lycéens qui viennent préparer leur bac français. C'est pas mal. Oui. L'autre jour, on m'a même dit pourquoi pas des grands collégiens. Donc ça dépend apparemment des établissements
Certains l'étudient même au collège, donc pourquoi pas. À vrai dire, on va faire une version scolaire qui va ressembler à la version grand public, juste un peu plus édulcorée sur certains, un peu moins vulgaire à des moments peut-être, et puis un tout petit peu plus courte. Que vous irez jouer dans des collèges-lycées. Voilà, c'est ça. Super. Voilà, ouais. Et du coup, tu as écrit ce spectacle avec Camille Broquet, que tu as rencontré à l'école ? Au cours Florent. Au cours Florent, ok. C'est ça. Et vous avez écrit donc 3 spectacles ensemble. Comment ça se passe d'écrire en duo ? Parce que comment est-ce que vous répartissez les rôles, l'inspiration ? Enfin, voilà, comment ça marche ? Alors moi, je sais juste comment écrire avec Camille Broquet. Je ne sais pas si ça s'applique de la même manière avec quelqu'un d'autre. Puisque toutes les coécritures que j'ai faites, c'était avec Camille Broquet. Et la deuxième, il y avait aussi Clarisse Chenu, qui était une personne que j'avais aussi rencontrée au cours Florent. D'accord. Donc sur un des trios, on était à 3 à écrire. Et alors avec Camille, en fait, nous, en gros, on se dit ce qu'on veut raconter. On part chacune de notre côté à écrire des scènes. D'accord. On se revoit, on discute, on est plutôt hyper franche. Et on repart et on se revoit, et ce qui fait qu'à la fin on sait plus qui a écrit quoi. Donc c'est plutôt hyper plaisant de dire ça c'est pas ta scène et ça c'est ma scène. Non, à la fin on sait plus, tout a été écrit, réécrit 3 fois, 4 fois, gardé, renlevé, machin. Et du coup c'est une vraie coécriture, je trouve. On se connaît aussi par cœur parce que ça fait on a quand même beaucoup travaillé ensemble, donc je sais pas si ça peut se passer aussi bien à chaque fois. Mais en tout cas, nous, notre duo d'écriture, il est plutôt hyper efficace, parce que quand il y en a une qui commence un peu à se démobiliser, l'autre la reprend. On se nourrit, on est très fiers de ce qu'écrit l'autre, donc on a toujours la curiosité de se dire vas-y, montre-moi ce que t'as écrit. Je sais pas, ça marche super bien toutes les deux. C'est pas facile parce qu'il faut avoir le même style d'écriture alors que vous êtes 2, donc faut pas qu'on voit les moments où c'est Camille qui écrit ou c'est Marion qui écrit. Oui, et je pense qu'on a vraiment 2 styles différents, mais qui se nourrissent, qui sont pas incompatibles, au contraire. Et dans Madame Bovary, elle a fait des scènes entières qu'on va appeler ça un peu de description de certaines scènes, qui sont des bases hyper solides, et moi j'aurais pas su écrire ça comme ça, et moi je suis arrivée par-dessus pour rajouter peut-être un peu plus d'absurde je saurais même pas dire, parce que ça dépend des scènes, mais en tout cas pour peut-être s'éloigner un peu plus de l'œuvre à des moments, ou rajouter des scènes hyper personnelles à des endroits, voilà. Mais dès que l'une de nous amène une idée, l'autre rebondit dessus, donc vraiment au final on sait plus qui a amené quoi. Parfait. Ah ouais, c'est trop bien. Et ça arrive jamais que vous ayez pas envie d'avoir la même fin ou la même péripétie pour les personnages ? Si, on discute, il y a des moments où on se dit mince, moi j'aurais vu ça, ah ouais, moi j'aurais pas du tout vu ça. Mais la discussion nous amène à une conclusion commune. En fait, je suis vraiment convaincue qu'il n'y a jamais une seule bonne idée. Donc c'est le fait de discuter qui fait qu'on va s'approcher de quelque chose qui nous paraît vrai, dans la bonne direction, intéressant, etc. Donc je pense que c'est la discussion de toutes les deux ensemble qui nourrit la finalité, ce qu'on va vraiment écrire à la fin. Oui, personne n'est accroché à ses propres idées. Non, je crois pas. Je crois que je suis un peu plus chiante quand même. Mais elle sait me le dire. Et alors, tu crées beaucoup de spectacles, mais est-ce que tu joues aussi dans les spectacles d'autres personnes ? Eh bien, non. Très peu. J'ai un projet de spectacle d'impro là, avec une équipe, et ça me fait vraiment plaisir de pas être la chef. Ça change, c'est pas mal. Mais après, en dehors de celui-ci, non. En fait, je crois que j'ai une peur absolue du casting. J'imagine que si j'avais pas le choix, je me formerais, j'apprendrais à comment gérer un casting, etc. Mais comme j'ai le choix, je le fais pas. Et puis j'aime beaucoup le confort de gérer mon projet entièrement. En fait, j'adore la scène et j'adore la création artistique, mais j'aime aussi tout ce qu'il y a autour de communication, de diffusion, de rencontre des professionnels, d'arriver à vendre un projet. Même de négociation, j'aime tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc si j'étais entre guillemets juste comédienne, je crois que ça me manquerait de pas avoir la main là-dessus.
et puis de pas pouvoir décider de mon planning. En fait, j'ai un confort de ça se passe comme ça et pas autrement, et je crois que j'aurais du mal à revenir, enfin, je sais même pas en arrière parce que j'ai jamais vécu autre chose, mais en tout cas, c'est pas une demande à date. Voilà. Après, bien sûr, ce qui me manque, c'est bien sûr de jouer avec je sais pas, des metteurs en scène incroyables, des textes complètement dingues. Voilà, ça, évidemment que ça serait superbe. Mais j'ai jamais cherché, quoi. J'ai jamais cherché à le faire parce que j'ai l'impression que c'est déjà que c'est une difficulté. Donc il faudrait se reformer, je pense. Et puis je perdrais une partie de mon confort. Je comprends. Mais du coup, t'as jamais passé de casting? Ah, j'ai dû en passer 2 ou 3, quoi. Ouais. 2 ou 3, mais sur les 2 ou 3, il nous dit alors 2 c'était avec des amis, et troisième pour une pub de je ne sais plus quoi, Chocobn. Enfin, non, mais non. Ok. Ouais. C'est génial pour une comédienne qui marche aussi bien que toi de ne pas avoir à passer de casting. Ben, en fait, c'est une chance, je trouve, parce que c'est un moyen détourné d'y arriver. Si j'avais attendu que le téléphone sonne, il aurait jamais sonné. Et là, il sonne parce que ce que je vends, c'est pas moi, mais des spectacles. Ouais. Et tu produis toi-même tous tes spectacles? Oui, c'est de l'autoproduction. Quand on est en coécriture, c'est de la coproduction avec Camille. Mais oui, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un spectacle lancé permet de produire le suivant. Et oui, voilà. Après, c'est assez récent, hein. Ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans que tu travailles à plein temps dans le milieu du théâtre. Oui, c'est ça. Et on va dire que ça fait 3 ans que ça vraiment... Que ça prend vraiment. Ouais, voilà, que ça prend. Mais je crois qu'en fait, à force d'autoproduire, on apprend aussi les ficelles. Puis, mine de rien, on se fait un carnet d'adresses assez large. Et quand tu joues quelque part et que la soirée s'est super bien passée, on te dit tu nous dis surtout quand il y a un nouveau spectacle. Donc ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et évidemment, la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile d'être reprogrammé, etc. C'est toi qui démarches les théâtres ou Oui, en fait, quand je fais le Festival d'Avignon, là, je bosse avec Dervish Diffusion. Oui. Qui m'accompagne sur le festival, parce qu'à Avignon il y a tellement de choses à faire que je pourrais pas tout gérer, et puis j'aurais aucune envie d'aller m'enfermer en journée sur mon ordinateur à Avignon. Faut être dans les rues à tracter, à rencontrer du monde. Donc à Avignon je suis accompagnée, et par contre en dehors d'Avignon, là je gère ça avec Mélie qui du coup travaille avec moi sur tout ce qui est production, et donc là oui, on gère, on a des envois rigoureux, des relances. Et au début, ça peut faire peur. Et en fait, une fois que t'es rodé, ça devient une habitude d'inviter les pros. À chaque fois que je joue quelque part, j'invite tous les pros de la région. Et puis de relancer, d'avoir des actus aussi qui permettent d'avoir des prétextes de relancer. Je trouve que plus ça joue et plus c'est facile de jouer, quoi. Plus t'as des raisons de les contacter, et plus ils voient que ça joue, plus ils ont envie de te programmer. Enfin, ça devient un cercle vertueux intéressant. Et donc, tu es vraiment multicasquette puisque tu écris, tu gères ta production, tu joues. C'est quoi une journée type de Marion? Waouh, alors ça, c'est compliqué parce que entre une journée type où ça joue et une journée type où ça joue pas, déjà, c'est pas pareil. En fait, j'ai pas une journée type. En plus, j'ai aussi mes animations de formation. Oui. Mais tout ce qu'il y a toujours en toile de fond, c'est vraiment justement la gestion de la diffusion. Il y a toujours des mails à traiter, des envois de devis, de dossiers. Il y a toujours la communication, il y a toujours au taquet sur la communication, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, visuel, prévoir le prochain post sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toujours en trame de fond. Vraiment que quand je pars en vacances, où là, je me pose là-dessus. Mais sinon, quelle que soit ma journée, il y a toujours des choses à faire là-dessus. Donc là, c'est là où je bosse beaucoup avec Mélie. On se partage le travail là-dessus. Et après, si ça joue, une journée de tournée, c'est du train, de la rencontre d'équipe, de l'installation dans un nouveau lieu. Puis rencontrer avec le public le soir, c'est complètement fou. Si ça répète, là, c'est passer du temps avec les metteurs en scène, chercher des nouvelles idées, voilà. Et puis une journée où par exemple il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est
beaucoup de temps de com, diffusion, et aussi garder une part d'artistique, donc de réécriture. Je fais des scènes ouvertes par exemple, donc pourquoi pas réécrire en 5 minutes, ce genre de choses. Et puis voilà, puis parfois j'anime des formations et là... Ça prend toute la journée. Ouais. Et donc tu fais des scènes ouvertes ? Oui, de temps en temps. Je trouve que c'est un bon coup de pied aux fesses. Ouais. Parce que pour le coup, moi j'ai un public plutôt familial. Scène ouverte, on est plutôt sur un public très jeune, mais jeune, on va dire la vingtaine. Enfin, un 20-30 ans, quoi, en gros. Et le public 20-30 ans, je trouve que c'est le public le plus difficile, parce qu'il est hyper exigeant, on lui la fait pas, quoi. Et je trouve que d'aller les voir en scène ouverte, c'est un bon exercice. Et en général, ça renourrit le spectacle après. J'ai changé énormément de choses dans mon spectacle suite à des scènes ouvertes. C'est aussi plus franc, plus direct, on se cache pas derrière de multiples personnages. Voilà. Et puis, alors ça permet de tester, moi je m'en sers pas tant que ça en test, mais mine de rien, ouais, ça nourrit à la fin le... Parce que tu fais des morceaux de métacalage ? Alors les morceaux de métacalage, c'est impossible parce que vu que c'est un spectacle d'1h15 avec un début, une fin, des personnages, une famille, etc. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire des morceaux et ça marchait pas. Parce que les gens manquaient énormément d'informations, ou alors il y avait trop d'infos en 5 minutes. Et donc depuis un an et demi, je réécris complètement. Quand je fais une scène ouverte, je réécris complètement. Et c'est pour ça qu'une réécriture complète, parfois je me dis, mais en fait, ça devrait être dans le spectacle. Et du coup, ça vient après. Et c'est une réécriture complète sur un sujet qui n'a rien à voir ou c'est quand même lié ? Non, pour l'instant, je reste sur le thème des générations. Sur le thème des générations. J'adore ce thème et je trouve qu'en scène ouverte, il est intéressant parce que du coup, c'est plutôt mon âge qui est à la charnière de jeunes et vieux. Et du coup, ça me permet de mettre beaucoup d'autodérision. En fait, m'impliquer moi énormément en tant que qu'est-ce qu'on fait, j'ai 35 ans, je suis vieille ou je suis pas vieille, voilà. Et pour après aller le mettre dans le spectacle. Là, au début, dans le spectacle, je parlais très peu de moi. Plus ça va, plus je mets de l'autodérision dans le spectacle grâce aux scènes ouvertes. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre ? Je crois que l'instant unique devant le public, le fait de marcher sur un fil, en fait. On peut jamais être en confiance totale. Dès qu'il y a trop de confiance, on tombe d'un côté du fil, et s'il n'y a pas assez de confiance, on n'arrive pas à monter sur le fil. Et du coup, c'est vraiment... ça tient à très peu de choses, et ça peut basculer à tout moment. Et du coup, cet exercice vraiment de gymnastique, il est passionnant, quoi. Je pense qu'on peut jamais s'ennuyer, puisque... Même si la veille c'était super, le lendemain, rien ne garantit que ça sera aussi bien. Et en l'occurrence, ça va me mettre plus dur puisque la veille c'était super. Donc faut oublier que la veille c'était super. Et c'est vraiment cette difficulté-là qui me plaît. Et quand ça prend, c'est le bonheur de voir que ça prend. Bien sûr. C'est ça. Et est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant ? J'ai un souvenir de scène horrible, mais c'était il y a longtemps et c'était en 2008, je me rappelle. Je faisais du théâtre en amateur et on nous avait demandé de venir dans un festival d'art, il y a plein d'art, de la danse, du cirque, etc. et de faire des intermèdes. Et personne savait qu'on allait faire des intermèdes, donc c'est du style, on est arrivé sur scène, ils ont fermé le rideau devant nous, enfin vraiment Génial. Ouais, tu le prends pas très bien, ton ego en prend un petit coup. Et il y a un autre intermède où ils ont laissé les rideaux ouverts et je me rappelle, je devais chauffer la salle en faisant un rythme qui devait entraîner toute la salle, et j'étais tellement énervée qu'on n'ait pas respecté notre travail d'intermède que j'ai complètement raté la chose. Et du coup, je crois que ce jour-là, il y avait peut-être 500 personnes. Quand même. Et donc, je me suis dit, je viens de me ridiculiser devant 500 personnes. Et alors, autant maintenant, alors ça fait toujours mal de se ridiculiser, mais je sais que ça fait partie des risques du métier. À ce moment-là, j'étais pas du tout prête. Donc c'était en 2008 et ça reste encore comme peut-être je pense mon pire moment sur scène. Ça m'avait vraiment rendu très très triste. Mais si ça se trouve, les gens n'ont pas du tout trouvé que t'étais ridicule. Et c'est marrant parce que je sors d'animation de formation de prise de parole en public et c'est exactement ce que je leur ai dit toute la journée. Et je peux faire des formations. Grosse différence entre ce qu'on ressent et la réalité et la gravité de la chose. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre ? Oui, beaucoup. J'essaye d'y aller beaucoup. Je trouve ça déjà hyper inspirant d'aller voir ce que font les autres. Je vais beaucoup voir les spectacles qui me font peur,
du type la chance, ça a l'air génial, et du coup je vais voir ce qu'il y a derrière. Okay. Donc des fois je me fais avoir parce que parfois je vais voir des spectacles où je vois énormément de critiques superbes. Là je me dis mais comment ils font, le spectacle est tout neuf, et puis parfois je suis déçue parce que je me dis ah oui d'accord, c'était les copains qui avaient mis les critiques. Voilà, donc ça je peux me faire avoir là-dessus, mais non, ça c'est des cas, ce sont des cas à part, mais sinon non, je vais voir énormément de spectacles plutôt variés, c'est-à-dire que ça peut être des grosses productions autant que un seul en scène qui se lance, qui prend tous les risques du début. Je vais voir beaucoup d'impro parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très pur dans le jeu et justement dans la construction d'une histoire. Je trouve qu'en impro on apprend beaucoup sur l'écriture. Des pièces diverses et variées. À Paris, on a de quoi faire, et c'est clair. À Avignon aussi, donc oui, et je vais voir beaucoup de seuls en scène pour comprendre tout ce qu'il y a derrière. Déjà parce que je trouve que la limite entre le one man et le seul en scène est très fine, mais elle existe. Et du coup, j'aime bien aller voir des seuls en scène purs pour me dire ah oui, le seul en scène, ça englobe tout ça. Ouais. Donc je pense que j'ai vu presque tous les seuls en scène. Parce que justement ton spectacle il est quand même à la limite. Oui, ouais. Complètement. Et tu le définis comment? Tu le définis en seul en scène ou en one man? Moi je le définis plus en seul en scène. Alors à la base c'est clairement une escroquerie, c'est parce que moi je viens pas d'une école d'humour, donc je suis incapable de dire que je suis humoriste. Déjà que j'ai mis longtemps à dire que j'étais comédienne, donc humoriste on va attendre encore un peu. Et donc pour moi ça c'est du théâtre pour une seule comédienne, une pièce de théâtre pour une seule comédienne. Après, à force de le retravailler et de faire de la scène ouverte, on se rapproche quand même fortement du stand-up à certains moments. Donc, je pense qu'il est vraiment à la limite entre les deux. T'as des moments où c'est du stand-up pur et t'as des moments où c'est une pièce de théâtre avec des personnages qui se rencontrent. Ouais, je me suis vraiment dit ça en sortant que c'était la limite. Bon, on s'en fiche, on n'a pas besoin de mettre les choses dans les cases. Et si t'allais au théâtre ce soir, t'irais voir quoi? Eh ben, je vais au théâtre ce soir. Et qu'est-ce que tu vas voir? Et je vais voir Bio. De la compagnie Les E. Alors je l'ai déjà vu plusieurs fois, et ce soir c'est une amie qui joue dedans, et à chaque fois c'est magique, ils nous embarquent dans des histoires complètement dingues, donc voilà, j'ai hâte. Ils sont forcés eux. Oui. Et merci Marion. Merci on beaucoup. peut retrouver ton seul en scène Métacalage en tournée un peu partout en France, et on peut découvrir ton nouveau spectacle Madame Bovary en plus drôle et moins long au Funambule Montmartre les 24 et 25 juin. Donc je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Et je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.